Bonsoir à tous et bienvenue. À la une ce lundi, la célébration de la 41e journée mondiale du tourisme en présence du chef du gouvernement ivoirien. La Côte d'Ivoire, pays hôte de l'événement, s'est engagée dans un tourisme à élan de croissance inclusive. 72 heures après le lancement de ces activités à Bouaké, comment se déploient les équipes de la Sotra dans la deuxième ville du pays? Comment la population vit ses premiers moments des autobus flambant neufs sur les 4 premières lignes communales? Quel sera le nouveau visage de Bouaké avec l'avènement des activités de la Sotra? Le dossier de la rédaction à suivre dans ce journal. Et puis 2 jeunes Ivoiriens ont brillé lors du concours africain de procès simulé qui vient de prendre fin en Afrique du Sud. Kwame Priska et Koulibaly Daniel, des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, ont glané à eux deux 4 lauriers allant de la meilleure équipe francophone à celle de championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est le pays hôte de la célébration officielle de la 41e journée mondiale du tourisme qui s'est tenue ce lundi à Abidjan-Cocody. Le Premier ministre, Patrick Achi, a ouvert les travaux en rappelant que le pays s'est engagé dans un tourisme à élan de croissance inclusive. Les précisions de Salif Alekwe et Arona Zeba. Les acteurs du tourisme sont confrontés à de nombreuses difficultés en raison de la pandémie à coronavirus. Une situation qui a engendré de nombreuses pertes d'emplois, fermé de nombreux business. Les données du Conseil mondial du voyage et du tourisme indiquent que la chute du nombre de voyageurs internationaux a atteint 75% en 2020, provoquant la suppression de 62 millions d'emplois. Beaucoup de nos entreprises sont fermées, des agences de voyage. Parce que quand les frontières sont fermées par la Covid, on ne peut plus voyager. On ne peut pas avoir des touristes de l'extérieur. Il faut tourner avec les touristes que nous avons. Il faut amener les populations locales à faire du tourisme. La Journée mondiale du tourisme a commémoré officiellement sur les bords de la lagune Ébrié à l'initiative de l'Organisation mondiale du tourisme OMT, dont le secrétariat est piloté par Zourab Pololikashvili, est une aubaine pour tous ces acteurs de l'écosystème du tourisme d'échanger ses faits, partager des solutions pour la relance du secteur. Ouvrant les travaux, le chef du gouvernement ivoirien Patrick Achi a traduit la fierté pour Abidjan d'accueillir une telle assise mondiale. Ce jour n'est donc pas une journée mondiale du tourisme comme les autres. C'est la première journée mondiale du tourisme d'après. Voilà pourquoi Abidjan et la Côte d'Ivoire sont si fiers d'en abriter l'événement fondateur. Cette rencontre d'Abidjan donne l'occasion d'être la plus importante en période post-Covid de notre organisation commune et qui signe désormais la véritable relance du secteur touristique au plan mondial. L'histoire retiendra que c'est à partir d'Abidjan qu'à l'occasion de cette grave crise sanitaire, le tourisme s'est repositionné comme une véritable industrie mondiale de premier plan avec un changement de paradigme axé sur une plus forte digitalisation mettant en exergue un tourisme durable à visage humain. Selon un rapport de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, sorti en début de l'été, le coût global pour l'économie mondiale de l'effondrement de l'industrie du tourisme pourrait avoisiner d'ici 2021 les 4 000 milliards de dollars. Les épreuves orales et écrites du concours d'entrée à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique ont démarré ce matin. Sur les 608 candidats évalués, seulement 250 sont attendus dans les 5 spécialités de l'école. Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie a lancé en personne les compositions. Brice Niawa, Arona Zeba. Transparence oblige, le lot d'épreuves empaquetées et bien scellé passe d'abord dans les mains du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie avant d'être ouvert devant les témoins. Le ministre Amadou Koulibaly fait le tour des salles et amphithéâtres pour s'assurer des conditions de test d'entrée à l'ISTC Polytechnique. Au programme ce matin, la culture générale. Bon courage à chacune et à chacun, bonne chance à vous et puis restez zen. Et puis très certainement, on se retrouve ici à la rentrée prochaine. À la suite de ces conseils, les candidats se disent confiants. Je suis plutôt concentrée et motivée, déterminée afin d'atteindre mon objectif qui est d'être admissible à ce concours.
La présence du ministre nous rassure parce qu'il vient nous montrer qu'il est avec nous, voilà, qu'on peut compter sur lui. Il nous apporte son soutien et tout. Je compose pour l'entrée à l'école de la production audiovisuelle. Les épreuves sont déjà abordables. Voilà. Avec l'aide de Dieu, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Cette année, ce sont au total 608 candidats qui frappent aux portes de l'ISTC. Un test rigoureux qui ne permettra qu'à 250 d'entre eux d'être retenus. Le concours d'entrée à l'ISTC Polytechnique est la seule voie d'accès à l'Institut. Donc chaque année, au mois d'août, nous lançons le concours à les préinscriptions en ligne avec un long processus qui s'achève par la proclamation des résultats en passant par l'étape d'aujourd'hui. La société a atteint un niveau, il y a de très fortes suspicions surtout. Il est important chaque fois que l'on peut donner un gage de transparence, de venir montrer aux enfants, aux étudiants, aux futurs étudiants, aux candidats, que tout se fait dans la transparence et dans l'équité. À l'ISTC Polytechnique d'Abidjan, on y trouve 5 écoles. Celles de journalisme, de la production audiovisuelle, des télécommunications et des technologies de l'audiovisuel, de publicité marketing et des arts et images numériques. La CIR, société ivoirienne de raffinage, a acquis un quai et un nouveau site de dépôt de ses produits. Ce lundi à Vridi, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a réceptionné ces importants ouvrages qui renforcent les acquis et les potentialités de la structure. Pierre Dipomelin, Fulgence Kissiedo. Un quai pétrolier pouvant accueillir des navires de 240 mètres longueur et 22 bacs de stockage de produits pétroliers, d'une capacité approximative de 150 millions de litres, le tout bâti sur une superficie de 8 hectares. C'est l'important cédé par Puma Énergie Côte d'Ivoire à la CIR, société ivoirienne de raffinage. Après la signature des documents et les échanges de parapheurs, place à la coupure du ruban et la visite des lieux en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara. Désormais, le dépôt et le quai Puma deviennent dépôt et quai CIR. C'est une étape importante pour la CIR parce que ça marque bien son retour à un bon niveau de fonctionnement. Avec donc cette capacité logistique supplémentaire, la CIR sera plus forte pour faire face à l'accroissement donc de la demande et donc de jouer pleinement son rôle dans le schéma pétrolier national. Et c'est ainsi donc que nous prendrons toute notre place dans la sous-région et donc nous nous inscrirons dans la vision du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique dans la sous-région. L'interconnexion de ce quai aux autres quais du canal de Vridi ainsi que de toute l'installation aux dépôts principaux fait de ce site un outil stratégique pour la réalisation du plan de stockage massif envisagé par l'État de Côte d'Ivoire. L'acquisition de ces ouvrages est l'aboutissement d'un processus entamé par le ministre Abdourahmane Sissi et qui a connu une impulsion grâce au ministre Thomas Camara, à l'époque DG de la CIR. En prélude à la tenue de la 2e édition de la foire commerciale intra-africaine, la Banque africaine d'import-export Afreximbank a organisé un roadshow ce lundi à Abidjan. Objectif, vulgariser auprès des décideurs les objectifs de la foire qui visent à offrir aux entreprises une plateforme d'accès unique à la zone de libre-échange continentale africaine, un marché intégré de plus de 1,3 milliard de personnes avec un PIB de plus de 3 000 milliards de dollars. Yeli Traoré, Mathurin Badé. Pour l'édition 2021 de la foire commerciale interafricaine devant se tenir du 15 au 21 novembre 2021 à Durban en Afrique du Sud, les organisateurs ont vu grand. 10 000 délégués, 55 pays, plus de 1000 exposants se retrouveront autour d'expositions, de conférences, de journées dédiées aux pays entre autres. C'est ce qui ressort de la journée de roadshow, organisée conjointement par la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, en partenariat avec l'Union africaine et le secrétariat de la ZLECAf. La ZLECAf représente un marché d'environ 1,3 milliard de personnes avec un PIB cumulé de 3 000 milliards de dollars. Elle promet donc de révolutionner le commerce, de remodeler les marchés de la région et de stimuler la production dans les filières de transformation et de services.
Le ministre du Commerce, qui a pris part à cette cérémonie, évoque les avantages d'un accroissement du commerce interafricain. Nous attendons que le secteur privé ivoirien profite de toutes les opportunités liées à cette foire. Vous avez pu noter qu'au cours de cette foire, nous aurons plus de 1600 exposants. Nous aurons en tout cas, je veux dire, des opportunités d'affaires pour plus de 40 milliards de dollars américains. Donc c'était une occasion pour nos opérateurs économiques d'avoir des projets concrets entre les mains pour que lors de cette grande foire, avec des investisseurs qui seront présents, ils puissent avoir l'opportunité de signer des accords. Un panel de discussion réunissant des experts et des acteurs du secteur du commerce a débattu sur le thème retenu pour cette édition 2021, mieux construire l'après-Covid-19, promouvoir le commerce et l'investissement entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique dans le cadre de la ZLECAf, un marché intégré de plus de 1,3 milliard de personnes avec un PIB de plus de 3 000 milliards de dollars américains. 72 heures après le lancement de ces activités à Bouaké, comment se déploient les équipes de la SOTRA dans la deuxième ville du pays? Comment la population vit ces premiers moments des autobus flambant neufs sur 4 premières lignes communales? Quel sera le nouveau visage de Bouaké avec l'avènement des activités de la SOTRA? Les réponses dans ce reportage de nos envoyés spéciaux à Bouaké, Tchémédandje et Fulgence Kissiedou. Place du carnaval de Bouaké. Sur la base provisoire, des autobus de la SOTRA. À l'arrêt, à bord ou à côté, des machinistes. Les premiers de l'aventure de l'extension des activités à l'intérieur du pays. Les mines radieuses dissimulent à peine le stress qui dompte les cœurs. Pour le dissiper, le directeur général est lui-même en première ligne. Ça se passe bien? Vous êtes au point? D'accord, ok. D'accord, très bien. Au nombre des angoissés, ce machiniste. On le retrouve sur la ligne 301. C'est d'ailleurs là que le député Fadiga prend place à bord. Il faut monter dans le bus avec les cache-nez. À partir de lundi, ça va être interdit. Donc je compte sur vous. Pour le parlementaire, le bus est un bien commun et sa protection doit être l'affaire de tous. Le bus là, c'est pour vous. C'est votre outil, ça vous appartient. Donc vraiment, protégez le bus, ne gâtez pas, ne salissez pas. Faites comme si vous êtes dans votre maison. 48 heures après le déploiement, l'accès au bus est assujetti au paiement d'un ticket de 200 francs en attendant l'émission des cartes. Le contrôle est l'affaire de ce cinquantenaire. La desserte des 4 premières lignes ouvertes est assurée par 100 agents venus d'Abidjan. Sur ce point, le directeur des ressources humaines fait des précisions, relevant au passage que la main-d'œuvre locale n'est pas laissée pour compte. Un machiniste, nous le formons 6 mois. Donc, pour démarrer, nous ne pouvons pas attendre que les jeunes qui allaient être recrutés finissent leur formation. Donc, nous envoyons un personnel assez expérimenté pour démarrer. Après, on aura plus de lignes, d'où il y aura plus de personnel. La population de Bouaké ne sera pas déçue. Dans les rues, ce déploiement fait des heureux. Moi, par exemple, j'étais à la Gonfréville. Il a fallu que je me cherche une chambre dans les environs du campus pour pouvoir accéder facilement à l'université. Mais bon, voilà, les bus sont arrivés, nous sommes contents, nous sommes heureux parce que là, ça va faciliter l'accès à l'université. On prenait les raccourcis, on marchait jusqu'au campus, voilà, parce que d'abord, il y avait les moyens financiers pour pouvoir y arriver. Voilà. Maintenant, l'arrivée des bus fait que les dépenses seront réduites et qu'on ferait de nos mieux pour pouvoir emprunter tous ces bus-là pour vite arriver au coût. Moi, je suis obligée d'emprunter 2 fois ou payer le double du transport. Donc quand c'est comme ça, ça revient un peu plus cher. Or avec le bus, avec une petite somme, tu vas et tu reviens. Donc c'était vraiment compliqué de trouver un taxi et être à l'heure au cours. La venue de ce bus, ça va permettre de faciliter le transport pour les étudiants, mais également pour la population de Bouaké. Donc nous remercions le gouvernement pour cette offre. Même satisfecit du côté des autorités administratives et politiques locales. Le besoin était assez fort au point qu'au sortir de la crise militaro-politique que nous avons connue, il y a eu un déploiement très très important de taxi-moto pour pallier le déficit, le manque que nous enregistrions.
Tous les habitants ne jubilent pas pour autant. Les mototaxis, eux, voient plutôt un besoin comblé qui vient mouiller leur pain. Ça ne nous arrange pas parce qu'il y a les gens qui disent non, qu'on doit arrêter le mototaxi. Si nous on arrête le mototaxi là, non, c'est pas bon pour nous. Avec ça, nous nous débrouillons. Bon, il y a beaucoup de personnes qui nourrissent leur petite famille. Bon, si les bus viennent, bon, on ne sait pas comment on va faire au fait, quoi. Nous, les jeunes mototaxis, qu'on puisse travailler dans la Sotra, ça va nous soutenir beaucoup même. À l'attention de cette cible, le ministre-gouverneur se veut confiant. Nul ne sera laissé pour compte dans la marche du développement local. Ils ne seront pas laissés pour compte parce que déjà, au plan national, la politique de l'emploi leur permet de rêver et d'espérer. Mais compte tenu du fait que le président de la République nous a fait confiance pour nous confier une tâche de proximité et de meilleure appréhension des besoins et des préoccupations des populations, nous allons avoir beaucoup plus à proposer à ces jeunes-là et beaucoup plus à réaliser et à réussir avec eux. Je suis confiant et ils peuvent nous faire confiance également. La Sotra, à travers l'ouverture de lignes, répond à une demande de plus de 42 000 voyageurs aux heures de pointe du matin et du soir à transporter dans des conditions de sécurité et de confort. Et cette victoire pour la Côte d'Ivoire qui vient d'être valablement représentée lors d'une compétition africaine, cette fois dans le secteur de l'éducation, lors du concours africain du procès simulé qui s'est tenu du 20 au 25 septembre dernier en Afrique du Sud. Kwame Priska et Koulibaly Daniel, respectivement inscrits en Master 1 de droit privé et Master 1 de droit public à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, ont glané à eux deux 4 lauriers. Il s'agit des titres de meilleure équipe francophone, meilleur plaideur, meilleure mémoire et pour couronner le tout, celui de champion d'Afrique. On les découvre avec Nadia Eidja et Mathurin Badé. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Priska Kwame et Daniel Koulibaly reviennent d'un séjour en Afrique du Sud. Leurs mains sont chargées des distinctions remportées lors de la 30e édition du concours africain de procès simulé. Prix du meilleur plaideur, meilleure mémoire, meilleure équipe francophone et la cerise sur le gâteau, champion d'Afrique 2021. Une fierté pour ces étudiants issus de l'Université Félix Houphouët-Boigny, mais surtout un motivateur pour les étudiants du pays et en particulier ceux de leur établissement universitaire. Malgré toutes les difficultés que nous avons dans cette université, on peut faire sortir quelque chose de bon. Ce n'est pas une excuse de dire qu'on n'a pas les moyens matériels, financiers et autres pour ne pas étudier. 2 jours après leur retour, ils retrouvent ce lundi au sein de ce temple du savoir leur formateur pour un débriefing. Face à nos caméras, ils reconstituent l'un des procès fictifs qui leur a valu de se hisser sur le toit du continent. Il s'agit du procès contre l'État sur le cas d'une femme victime de violences sexistes et sexuelles. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, l'État de REMA se contredit éloquemment entre ses obligations internationales et l'application de celles-ci au niveau interne. Pour mieux protéger les femmes et les enfants de violences sexistes et sexuelles. Vous ne permettrez pas non plus que le fervent défenseur des droits de l'homme qu'est l'État de REMA soit condamné aux prétentions. Nous avons vu. Une situation qui présente bien les conditions réelles de préparation des candidats. La préparation se fait comme si nous étions à la compétition. Et elle est accélérée, elle est intense, en sorte que les candidats ne puissent pas avoir d'excuses lorsqu'ils se trouveront dans la scène réelle. Souvent, on avait envie d'abandonner, mais on nous disait toujours qu'abandonner, ça n'allait pas servir. Et on a vu que tout cela, c'était pour une bonne cause. Vu que quand on est arrivé, c'était comme dans nos habitudes. Depuis 2010, sur 10 participations à cette compétition, l'Université Félix Houphouët-Boigny, représentant la Côte d'Ivoire, a été 8 fois championne d'Afrique, avec 5 victoires d'affilée sur ces dernières années. Pour les membres du comité de coordination, composé d'anciens participants, il est temps de sortir de l'ombre. Nous voudrions simplement attirer l'attention des autorités ivoiriennes
leur dire que leur université regorge de talents qu'ils ne doivent pas laisser tomber. Et nous, en tant que comité de coordination de ce concours, nous avons besoin effectivement de moyens tant financiers que matériels pour pouvoir sereinement accompagner nos étudiants. Quant aux lauréats, ils rêvent de mettre au service de la nation leurs compétences grâce à des formations plus approfondies et l'aide du gouvernement. Si nous avons par exemple des bourses pour aller perfectionner notre savoir à l'étranger, on peut accomplir de belles choses pour rehausser le système juridique ivoirien, africain, le système juridique international. Le concours africain du procès simulé met en compétition une cinquantaine d'universités du continent. Il a pour objectif de promouvoir l'éducation et de protection des droits de l'homme et s'est tenu pour cette édition autour du thème « La réactivité du système africain des droits de l'homme à la violence sexuelle et sexiste ». Il y a quelques semaines, la population de Grand-Bassam assistait impuissante à l'avancée de la lagune. Cette crue a eu pour conséquence l'inondation de certains domiciles. Samedi, une délégation composée du maire de la commune et du ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue aux côtés des sinistrés en présence de Nadia Eidja et Tanguy Conan. La pluie qui s'abattait sur la ville de Grand-Bassam ce samedi 25 septembre n'a pas empêché la visite prévue par les autorités auprès des ménages sinistrés par la récente montée de la lagune. Après avoir rencontré les populations au centre culturel pour la remise de dons vivres et non-vivres, la délégation composée de la ministre de la Solidarité, du corps préfectoral et du maire de la commune a effectué le déplacement auprès des familles pour poursuivre la démarche de solidarité. Les maisons inondées par les eaux. Donc nous sommes venus à Bassam en fin d'après-midi visiter les populations. Dit surtout Yako aux femmes parce que nous avons vu des moments très âgés. Mais le geste est composé de vifs et de non-vifs et d'une petite enveloppe. Apporter la compassion du gouvernement, comme je l'ai dit. Mais surtout, moi, le moins important, je l'ai dit, à la remise des dons, ce sont les moustiquaires imprégnés. Nous savons que les maisons ont été inondées, les familles ont été délocalisées grâce à la mairie, mais il faudrait que ces familles-là utilisent les moustiquaires imprégnés. Le premier magistrat de la commune a pour sa part réitéré l'engagement de la municipalité aux côtés des victimes, tout en indiquant la démarche à suivre pour bénéficier du soutien des autorités. Les ménages sinistrés sont connus à travers les chefs des quartiers et des villages et sont invités également, pour ceux et celles qui n'auraient pas été pris en compte, à se faire connaître à la préfecture. Les travaux d'ouverture de l'embouchure que nous avons pu obtenir grâce au leadership du président de la République, qui sont à 24% de taux de progression, permettent d'ouvrir des brèches provisoires lorsque besoin est pour pouvoir faire baisser le niveau de l'eau. Donc ceci permet de soulager les populations en attendant que ces travaux soient achevés définitivement. Un comité de vigilance est également mis en place pour surveiller l'évolution de la montée des eaux afin que les pompiers civils puissent prendre les dispositions idoines en cas de besoin pour pouvoir évacuer les populations. Depuis la montée des eaux, plusieurs familles sinistrées ont dû quitter leur domicile habituel. En 2018, ce même phénomène naturel avait causé l'inondation de plusieurs domiciles et entraîné des pertes en vie humaine. Tous les voies et moyens sont donc utilisés pour prévenir le drame cette année. Pour terminer l'actualité politique, le comité central de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix, s'est réuni samedi à Cocody pour plancher sur l'avenir du parti. Restructuration et projection étaient les maîtres mots de cette rencontre qui a mis en ordre de bataille les militants pour les futures échéances électorales. Pierre Dipomelin. Des centaines de militants de l'UDPCI ont pris part à la deuxième session du comité central. Il s'agissait de l'examen de la mise en œuvre des résolutions de 2 précédentes réunions du bureau politique, mais surtout d'envisager une restructuration en vue de raviver la flamme militante après le mouvement de désobéissance civile lors des précédentes élections présidentielles. Le président du parti, Albert Mamri-Touakeus, a invité ses militants à ne pas laisser la place au doute, mais à un engagement pour un UDPCI plus fort. À l'issue des travaux, le comité central a engagé une restructuration des instances. Face aux défis à court et moyen terme, et dans le but de redynamiser davantage les actions du parti, à la base, et conformément à l'article 19 alinéa 5 du règlement intérieur, le comité central autorise le président du parti à prendre des mesures
transitoires suivantes. La nomination des secrétaires départementaux en attendant la désignation des coordinateurs départementaux, avec une équipe de 5 collaborateurs. La nomination des secrétaires régionaux, 100 collaborateurs en dehors des secrétaires départementaux qui les seront désormais. La nomination des commissaires aux comptes. Le parti prévoit la célébration des 20 ans à travers une journée du militant le samedi 13 novembre prochain. Les militants ont été invités à s'approprier la nouvelle grille de cotisation et la carte numérique du militant instituée par le comité central. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.